Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des plaies de la face et du scalp non compliquées. Donc pour commencer, il faut savoir que 50% des plaies prises en charge aux urgences, ce sont des plaies de la face et du scalp. Il y a plein de types de plaies. On passe des traumatismes balistiques aux plaies crânio-cérébrales. Voilà, il y a plein de choses différentes, mais nous aujourd'hui on va parler que des plaies simples, donc c'est-à-dire atteintes exclusivement du tissu cutané. Les plaies de la face, bien sûr, c'est des plaies qui sont souvent impressionnantes pour le patient et pour son entourage, parce que d'une part, elles sont hémorragiques, mais aussi elles touchent la face, donc c'est quand même souvent impressionnant. Mais pour autant, c'est des plaies qui sont souvent peu graves et dont l'enjeu est surtout esthétique. Donc je commencerai par vous faire un petit rappel anatomique sur la vascularisation artérielle de la face et du scalp. Ensuite, je vous parlerai de la prise en charge de ces plaies. Et puis, pour terminer, on fera le suivi et l'évolution des plaies et puis quelques complications. Donc, la carotide commune, c'est une branche du tronc artériel brachiocéphalique et c'est l'artère nourricière principale de la moitié homolatérale de la face et du scalp. Elle se dilate au niveau du sinus carotidien, qui est en regard de la grande corne de l'ossioïde, et elle se divise au niveau de la 4e vertèbre cervicale pour donner la carotide externe et la carotide interne. La carotide externe, d'abord, elle chemine donc verticalement dans le cou, où elle va donner de nombreuses collatérales. Donc en premier, la première collatérale, c'est souvent l'artère thyroïdienne superficielle, mais qui n'est pas constante et qui n'est pas représentée ici. Ensuite, on a l'artère linguale et puis l'artère faciale. Donc cette artère faciale, elle contourne la glande sous-maxillaire, puis elle passe sous l'encoche mandibulaire à cet endroit-là, et c'est un endroit où on peut palper le pouls facial. Ensuite, elle va remonter le long de la commissure labiale, elle passe au niveau du sillon nasogénien, pour se terminer en artère angulaire. Là où elle passe, elle donne de nombreuses collatérales, notamment l'artère sous-mentale, l'artère labiale, les artères nasales. Et toutes ces collatérales, elles vont vasculariser une zone qui est assimilable au quart inférieur de la face. Donc les autres branches de la carotide externe, ce sont l'artère transverse de la face, qui est représentée ici. Il y a aussi l'artère maxillaire, qui vascularise surtout les régions profondes de la face. Et puis l'artère occipitale, ici, l'artère rétro-auriculaire et la branche terminale qui est l'artère temporale superficielle. Ces trois dernières collatérales, avec l'artère supraorbitaire dont on parlera juste après, elles vascularisent le cuir chevelu. La majorité de la vascularisation étant apportée par la temporale superficielle. Donc la richesse de cette vascularisation, ça explique pourquoi les plaies du scalp ont un caractère souvent très hémorragique. La carotide interne maintenant. Donc la carotide interne, comme on l'a vu juste avant, la carotide interne, elle chemine également au niveau du cou, mais sans donner aucune collatérale. Ensuite, elle va traverser la base du crâne au niveau de la partie pétreuse de l'os temporal. Et puis, donc, elle passe à travers le canal carotidien. Donc, elle passe ensuite en intracaverneux, donc dans le sinus caverneux, où elle va donner d'une part l'artère ophtalmique, qu'on voit juste ici, et puis d'autre part la partie antérieure du polygone de Willis, dont on ne va pas parler aujourd'hui. L'artère ophtalmique, elle donne de nombreuses collatérales. Certaines sont destinées au contenu de la cavité orbitaire, on ne va pas le détailler ici, mais d'autres sont destinées aux cavités nasales et certaines même à la peau de la partie supérieure de la face. Par exemple, on a l'artère lacrymale qui, en plus de vasculariser la glande lacrymale, elle vascularise la peau des paupières, l'artère supraorbitaire et l'artère supratrochléaire, dont certaines branches vont vasculariser la peau du front et le nez.
Effectivement, il faut savoir qu'entre le système carotidien externe et le système carotidien interne, il y a beaucoup d'anastomose, notamment au niveau de l'artère angulaire du nez, qui est la branche terminale de l'artère faciale, mais aussi de la supratrochléaire. Il y a aussi des anastomoses au niveau de l'artère temporale superficielle. Donc pour finir ces rappels anatomiques, je voulais vous parler de 3 principales structures anatomiques auxquelles il faut être vigilant quand on prend en charge une plaie de la face. Donc d'abord le conduit parotidien. Il faut savoir que donc, le conduit parotidien, c'est le conduit excréteur de la glande parotide. Toute plaie jugale qui croise une ligne qui s'étend du tragus à la jonction du tiers externe et des 2 tiers médiaux de l'hémilèvre supérieur, donc une ligne comme ça. Toute plaie perpendiculaire à cette ligne est à risque de plaie du conduit parotidien. Donc comment on sait si le conduit parotidien il est lésé? Il y a 2 manières de savoir. Soit on regarde dans la bouche, on repère la papille excrétrice du conduit qui se situe en général en regard de la 2e molaire supérieure. S'il y a du sang à ce niveau-là, ça peut signifier qu'il y a une plaie du conduit parotidien. Et puis 2e option, on appuie sur la glande parotide et on regarde s'il y a de la salive dans la plaie. Ensuite, le nerf facial. Si on trace une ligne au niveau des 2 tiers externes de la face, toute plaie qui est extérieure à cette ligne est à risque d'une plaie du nerf facial qui pourrait être suturable. Donc on la recherche bien sûr en faisant le testing moteur de la face. Et ici un exemple de plaie très profonde de la joue où on avait l'impression de voir ici une branche du nerf facial, donc probablement un rameau buccal ou mentonnier, qui n'avait pas l'air d'être atteint, mais qui dans tous les cas aurait été trop fin pour être suturé. Pour finir, toute plaie qui se situe au niveau du canthus interne ou de la partie latérale de la pyramide nasale est à risque d'une plaie des voies lacrymales, notamment du sac lacrymal ou des canalicules lacrymaux. Donc les principes généraux de la prise en charge d'une plaie de la face ou du scalp, ce sont les mêmes que pour toutes les plaies, avec quelques subtilités en plus. Donc d'abord, une plaie qui attend un avis ou qui attend d'être suturée aux urgences par exemple, il faut la laisser dans un milieu humide. Donc on essaye par exemple de mettre une compresse avec soit de la bétadine, soit du sérum physiologique pour que les berges de la plaie elles restent humides et qu'elles ne se rétractent pas. Ensuite, on nettoie la plaie donc, avec de la bétadine. Parfois, on peut être amené aussi à devoir retirer des débris si elle est très sale, s'il y a des débris par exemple de la terre, du verre, voilà, faut surtout les enlever, sinon ça s'infecte. Et puis, quand c'est vraiment très souillé ou alors que c'est une morsure de chien par exemple, on n'hésite pas à prendre une seringue avec un petit cathlon, remplir de sérum physiologique et à laver sous pression pour laver en profondeur et puis tout faire sortir. Ensuite, l'anesthésie. Donc le choix de l'anesthésie dépend de plein de facteurs différents. Ça dépend notamment de s'il y a une structure atteinte comme celle dont on a parlé juste avant. Ça dépend de la localisation de la plaie, de sa taille, du nombre de points qu'il va falloir faire, de la tolérance du patient. Voilà, ça arrive que les plaies doivent être faites sous anesthésie générale quand elles sont très importantes. Quand l'anesthésie locale est envisageable, bien sûr, on fait un testing moteur et sensitif de toute la face, qu'on note bien dans l'observation du patient, avant l'anesthésie, parce que sinon, après, on s'est faussé et puis on ne sait pas si le déficit qu'on remarque après la suture était déjà présent avant ou pas. Si on fait une anesthésie locale, il y a certains endroits où il faut éviter de mettre de l'adrénaline. L'adrénaline, ça empêche de saigner, donc ça vasoconstricte les vaisseaux, mais comme ça vasoconstricte, ça favorise la nécrose des tissus. Donc les plaies qui sont en garde d'un cartilage, par exemple le bord libre du nez
ou le pavillon de l'oreille, on met une anesthésie locale sans adrénaline pour pas que ça nécrose. Par contre, à l'inverse, une plaie du scalp qui est souvent très hémorragique, on n'hésite pas à mettre de l'adrénaline pour que ça vasoconstricte, justement que ça saigne moins. Si on se dit qu'on peut faire une anesthésie locale, ce qu'il faut privilégier, c'est l'anesthésie loco-régionale. Donc ce sont des blocs tronculaires, c'est-à-dire qu'on va piquer au niveau de l'émergence des branches du nerf trijumeau. Donc globalement, 10 blocs permettent d'anesthésier la quasi-totalité d'une hémiphase. Donc en fait, par exemple ici on a l'émergence du nerf supraorbitaire, là, le supratrochléaire, l'infraorbitaire, il y a aussi le nerf rétroauriculaire, mentonnier, mandibulaire. Voilà, donc on cherche laquelle on veut anesthésier. On prend 2 à 4 ml de xyloadrénaliné 1%. On injecte ça et puis on attend 4 à 6 minutes. Et à ce moment-là, la zone est anesthésiée totalement. Ça a plusieurs avantages, notamment de faire moins de piqûres pour le patient, donc c'est quand même plus agréable. Et en plus, pour vous, ça permet à ce que ça permet d'avoir une... En plus, pour vous, ça permet d'avoir des berges de plaies qui sont moins infiltrées, donc qui se déforment moins et qui seront plus simples à suturer par la suite. Ensuite, donc après avoir anesthésié, on peut être amené à devoir parer un peu les berges. On le fait que quand on est vraiment obligé de le faire, c'est-à-dire si les berges elles sont très très contuses ou alors qu'elles sont nécrosées, ou que par exemple on a un tout petit lambeau de peau, on sait que ça va nécroser, que ça ne va pas tenir, et que voilà, on n'a pas le choix, on l'enlève, on part. Ensuite on fait une hémostase soigneuse. Même si on est sous anesthésie locale, c'est toujours possible d'utiliser une pince bipolaire pour faire une hémostase et pas laisser un vaisseau saigner qui fera ensuite un hématome. Voilà. Ensuite, on suture. Donc, si une suture est nécessaire sur une plaie traumatique, on fait des points séparés. On évite, on ne fait pas de surjet, parce que le surjet sur une plaie traumatique, si on a un hématome ou une infection, une cicatrice qui coule, si on doit enlever un point, et ben, si c'est un surjet, il faut tout enlever, on n'a pas le choix. Alors que des points séparés, on peut enlever juste un point, voilà, laisser sortir une collection, quoi que ce soit. Si le patient il présente une grosse dermabrasion, c'est-à-dire qu'en fait, on a une perte de substance et que la plaie elle n'est pas suturable, si on n'a pas 2 berges qu'on peut suturer, et ben à ce moment-là, on va laisser la plaie en cicatrisation dirigée. Ça veut dire qu'on met du gras, de la vasine par exemple, avec des soins infirmiers quotidiens, des pansements gras quotidiens, pour permettre au tissu cutané et à la peau de bourgeonner et de refaire du tissu. Donc si on suture, on utilise un matériel qui est adapté à la face, donc des petits instruments, des porte-aiguilles fins, des pinces à griffes, surtout pas de pinces sans griffes pour ne pas abîmer les berges. Et on suture plan par plan. Donc, c'est-à-dire qu'on va suturer de la profondeur vers la superficie. S'il y a besoin de faire des points, ce qu'on appelle des points sous peau, c'est qu'en fait, vous voyez directement que les berges, elles ne s'affrontent pas bien, qu'elles ne sont pas bord à bord. Il faut faire des points sous peau. Donc à ce moment-là, on va prendre du fil qui est résorbable. Souvent, on prend du 3 ou du 4-0, même, c'est encore mieux. Et on fait des points inversés. Ça veut dire qu'on fait des points avec le nœud qui se retrouve au fond, pour pas que le nœud soit inflammatoire pour la peau. Et puis ensuite, on suture la surface avec donc sur la face, on utilise du fil à peau. 5-0 dans l'idéal. 6-0 pour les paupières, c'est encore mieux parce que la peau est vraiment très très fine. Et on fait des points simples, séparés. Ou alors si vraiment on a des berges qui sont dures, très compliquées à affronter, mais bon, sur la face, c'est pas très joli, donc on évite, on peut faire des points, ce qu'on appelle des points de Blair Donati. C'est ça. Ça permet à la cicatrice d'être bien éversée et aux berges de bien s'appliquer. Quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il y a des zones charnières sur le visage. Notamment, on voit ici la jonction entre lèvres rouges et lèvres blanches, ou ici la ligne d'implantation des cheveux.
Ces zones charnières, il faut faire attention quand on suture à bien commencer par le point charnière justement, donc ici ou là, ici, parce que si on se décale, ça se verra quand ça va cicatriser, ça va pas être joli. Donc on commence bien par ce point-là toujours. Quand on suture la face, nos points simples, il ne faut pas les serrer, il ne faut pas que ce soit des points qui soient ischémiants, parce que sinon ça va faire des cicatrices en barreaux d'échelle qui ne sont pas jolies. Donc on fait des points juste posés sur la peau et pas serrés. Normalement, notre plan profond sous-cutané, s'il est bien fait, il permet à la peau de bien s'appliquer et on n'a pas à serrer pour que ça fasse une belle cicatrice. Pour le scalp, il y a plusieurs solutions. Soit on fait un plan sous-cutané aussi et à ce moment-là, on peut mettre des agrafes par-dessus. Soit on prend du fil à peau 2 ou 3-0 et à ce moment-là, on fait des gros points et on peut faire un seul plan. Ça s'applique bien. Autre solution aussi pour les enfants, c'est pas mal de mettre du Vicryl rapide, donc qui est résorbable, qui permet à éviter l'étape de retrait des agrafes ou des fils qui est souvent un peu compliqué chez les enfants. Un système de drainage peut être utilisé notamment pour les plaies du scalp parce que souvent on a un gros décollement. Là on voit que souvent c'est très décollé sous la peau. Si on ferme directement sans drainage, le risque c'est que ça fasse un hématome. Donc pour éviter ça, on met un drain, donc là par exemple c'est un drain de type Manovac avec un petit soufflet qu'on laisse 24 à 48 heures pour éviter cet hématome. Parfois, on peut être amené à mettre des antibiotiques, mais c'est pas tout le temps. C'est quand soit c'est un contexte de morsure, soit il y a un délai important de prise en charge pour la suture, ou alors qu'on a une lésion avec atteinte du cartilage, notamment au niveau du nez ou du pavillon de l'oreille. Souvent, on met de l'augmentin, 1 gramme 3 fois par jour. Donc, l'évolution naturelle des plaies, d'abord, la première semaine, les patients, on leur dit souvent de laisser la cicatrice à l'air libre, surtout au niveau de la face, recouverte d'un corps gras, donc de la vaseline, avec des soins infirmiers tous les jours. Donc si c'est une très grosse plaie ou qu'on voit que le patient il est peu compliant, on fait une ordonnance pour que l'infirmière elle passe tous les jours et qu'elle fasse les soins. Sinon, si une petite plaie, le patient peut le faire lui-même. Les soins, ça consiste en fait à retirer les croûtes qui se forment sur la cicatrice. Et donc tous les jours, on retire les croûtes, on réapplique de la vaseline. Enfin, on retire les croûtes, on nettoie, on réapplique la vaseline, ce qui permet de ramollir les croûtes et qu'elles puissent bien s'enlever le lendemain. Le risque, si on laisse les croûtes, c'est que ça cicatrise très mal en dessous et que ça fasse des cicatrices pas jolies du tout. Ensuite, les fils sur la face, on les enlève à J6 en général. On peut laisser un peu plus J8 si c'est sur les oreilles ou sur le nez, des zones un peu charnières. Et le scalp, on dit que c'est J10, que ce soit agrafe ou fil. Ensuite, l'évolution normale, c'est le premier mois, une phase inflammatoire, où la cicatrice elle va devenir rouge, un peu indurée, surtout au bout d'une semaine. C'est normal, souvent c'est un peu douloureux aussi pour le patient. Ce qui est important, c'est, en général, on dit au 15e jour de commencer des massages. Donc, ce n'est pas des vrais massages, c'est plutôt, on dit, un pétrissage. En fait, on vient écraser les fibres indurées de la plaie pour lui permettre de bien s'assouplir et de devenir plus jolie, moins indurée. Ça, souvent, c'est le patient qui le fait. Ou pareil, si c'est vraiment des très grosses plaies, on peut être amené à demander de faire des massages par un kiné aussi. Et puis, il faut savoir qu'une plaie de la face, ça nécessite quand même d'être protégé du soleil pendant au moins 1 an, c'est-à-dire indice 50, dès que le patient il sort dans la rue, même pas juste à la plage au soleil, c'est que dès qu'il s'expose dans la rue, le risque c'est que s'il ne le fait pas, sa cicatrice elle va se colorer, elle va devenir violacée à cause du soleil. Et sur la face, c'est quand même pas très joli. Je vous parle un petit peu des complications. Les complications pour la face, c'est surtout esthétique. Donc, toute plaie qui n'était pas initialement une plaie parallèle aux lignes de moindre tension cutanée selon Kreisel. Donc, ce sont des lignes
qui sont perpendiculaires aux fibres des muscles possiers. Voilà les lignes qu'on voit ici, ou les lignes des rides aussi. Toute plaie qui n'est pas parallèle à ces lignes est à risque de cicatriser en s'élargissant ou en faisant des cicatrices moins jolies. Donc bien sûr, quand c'est une plaie traumatique, on ne choisit pas où elle va se situer, mais c'est aussi quelque chose à savoir quand on fait une incision à ce niveau-là, que ce soit pour une exérèse, d'une lésion de la peau sur la face, on essaye toujours de se mettre parallèle à ces lignes-là pour éviter ces complications à type d'élargissement de la plaie. Voilà, et puis après, donc les risques. Donc toute plaie qui n'est pas parallèle à ces lignes, elle est à risque de s'élargir ou alors de faire des brides quand ça va cicatriser. Ensuite, on peut avoir des cicatrices kéloïdes. Donc c'est une formation, prolifération cutanée fibreuse qui survient souvent dans les mois qui suivent une plaie ou une cicatrice et qui, contrairement à une cicatrice hypertrophique, va dépasser les berges de la plaie et va continuer de grossir après 18 mois. Alors qu'une cicatrice hypertrophique, c'est une cicatrice qui augmente de volume mais qui se cantonne aux berges initiales et qui, au bout de 18 mois, va régresser et redevenir normale. Donc ces cicatrices kéloïdes, on peut être amené à les enlever de façon chirurgicale ou avec du laser. Voilà, il y a plein de solutions, des injections aussi de corticoïdes, plein de choses différentes. Et puis pour finir, je voulais parler d'une complication fonctionnelle qui n'est pas forcément évidente quand on ne la connaît pas. Toute plaie qui atteint la muqueuse des fosses nasales, donc une plaie par exemple du nez qui est très profonde et qui atteint la muqueuse. Donc bien sûr, il faut suturer le plan profond, le plan superficiel. Mais en plus, si la plaie atteint le bord libre ou la muqueuse à l'intérieur du nez, il faut mettre une mèche dans le nez. Donc une mèche, comme une mèche pour une épistaxis, un mérocel, une mèche non résorbable, qu'on met en place et qu'on va laisser au moins 48 heures pour éviter que les berges se rétractent, encore une fois, et que ça fasse une bride, mais dans le nez, qui peut être très gênante pour le patient, qui peut le gêner pour respirer, et puis après on peut être amené à le réopérer à cause de ça. Donc c'est important de bien y penser si la plaie atteint le bord libre ou la muqueuse, de mettre cette mèche. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis pour conclure, les plaies de la face, quand elles sont simples, bien sûr, c'est des plaies qui sont accessibles à une suture par n'importe quel médecin formé. Donc voilà, aux urgences, souvent ce sont les internes des urgences qui suturent ces plaies-là, quand elles sont simples. Comme je disais, l'enjeu est surtout esthétique. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une bonne technique de suture. Et puis quand on sait suturer, la technique après c'est la même pour toutes les plaies. Il faut juste faire attention à tous ces petits tips pour être sûr qu'il n'y ait pas l'atteinte d'un organe important, fonctionnel en dessous. Pour conclure, je dirais que pour faire les sutures de la face le mieux possible, il faut s'entraîner. Sur peau artificielle, même sur de la peau de poulet par exemple. Et c'est en s'entraînant et en faisant plein qu'on va être le plus à l'aise possible et réussir à faire des jolies sutures.